Pendant 42 ans, le colonel Kadhafi, un temps paria de la scène internationale, a régné sans partage sur la Libye. Pendant 42 ans, la nation, l'État, se sont confondus avec ce seul homme, dont l'image, pour le reste du monde, incarnait l'identité libyenne. Les printemps arabes ont emporté son régime au terme de 8 mois de guerre en 2011. La mort de Kadhafi a clos l'attention que le monde portait alors à la Libye. Quatre ans après, l'espoir s'est transformé en chaos. Des combats entre milices et forces armées ont fait vaciller ce tout nouvel État. Deux parlements, deux gouvernements se disputent désormais la légitimité, laissant le champ libre à l'organisation terroriste Daesh, l'État islamique. Pour tenter d'appréhender ce chaos, il faut explorer l'histoire de la Libye, comprendre le rôle des tribus, l'héritage de Kadhafi et cette nouvelle donne islamiste qui fait tant peur à l'Occident. Alors que la perspective d'une paix civile semble de plus en plus lointaine, un vivre ensemble est-il encore possible en Libye ? Depuis la chute de Kadhafi, tant bien que mal, la nouvelle Libye tente de se définir. Une nouvelle constitution est censée permettre au pays de tourner la page. Le comité chargé de l'écrire a été enfin élu. Ses membres, qui représentent les principales tribus et groupes ethniques du pays, ont organisé une tournée pour rencontrer la population. À chaque ville, chaque tribu, ses doléances. Ce jour-là, le comité se rend chez les Amazighs, la minorité berbère, les premiers habitants de Libye, avant l'arrivée des tribus arabes. Une communauté particulièrement marginalisée sous Kadhafi. Elle en garde une méfiance aiguë envers toute autorité centrale. Ses membres ont boycotté les élections de ce comité. La crispation porte notamment sur leur langue, qu'ils souhaitent voir inscrire comme langue officielle dans la future constitution. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma arham shuhada Medinat Zwara wa shuhada kamil al-Turab al-Libi, Allahumma ashfi jarhana, arja' ilayna mafqudina salimin, wa ba'd. إما من ناحية حقوقكم فأرجوكم التقدم بها إلينا مشكورين لنتدارسها داخل الهيئة. لو سمحتم هل في حد يبي يتفاوض معاهم ولا يتكلم معاهم؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. المفروض كنا قاعدين معاكم هنا، مش قاعدين ناسنا يمدوا في ايديهم باش يخشوا معاكم في الهيئة ال60، فلهذا Une fois de plus, la discussion va tourner court entre les représentants de l'Assemblée constituante et les Amazighs. لأن بيضعوا دستور يمكن يصلح لمئات السنين. معمر القذافي كان يحكم فينا، مش هو شخص يضد على الأحياء في الغدور. معمر القذافي يحكم فينا من خلال أشخاص ومن خلال لوائح وقوانين، واللوائح والقوانين إلى حد الآن لم تتغير. وين التغيير اللي شبحناه احنا؟ ضحينا بأبنائنا بعز بخير شبابنا، ويكفينا فخر هنا في مدينة زوارة أن ما عندناش واحد مات شيفة في سبيل معمر القذافي.
Crispation des Amazighs à l'ouest, demande de fédéralisme des tribus de l'Est, pression des djihadistes, la Libye se fragmente, se divise, alors que la constitution tarde à venir. Tâche immense de faire vivre ensemble un peuple qui n'a encore jamais décidé par lui-même ce qui le définissait. La nation libyenne est loin d'être une évidence. Aux origines de la Libye, les Nations Unies. 1949. Dans le chaos de l'après-Seconde Guerre mondiale, l'organisation naissante vote une résolution créant un nouvel État souverain. 3 régions d'Afrique du Nord, la Tripolitaine, la Cyrénaïque et le Fezzan, un temps colonie italienne et alors sous tutelle britannique et française, sont concernées. Au terme d'une période de transition de 2 ans, l'indépendance devra être prononcée en 1951. Il n'y a pas en Libye de mouvement de libération nationale comme l'Algérie a pu en connaître pour accéder à l'indépendance, ou comme le Maroc ou la Tunisie ont pu en connaître. Donc la Libye en 1951, c'est un pays qui va, disons, être, entre guillemets, un cadeau des Nations Unies, disons, au monde arabe. Les Nations Unies décident, pour un petit peu calmer la colère du monde arabe face à la création de l'État hébreu en 1948, eh bien, de créer un autre État arabe sur le territoire de la Libye, qui va donc s'intituler le Royaume arabe de Libye. Transaction diplomatique entre grandes puissances, la Libye doit permettre aux populations essentiellement tribales de fonctionner. En janvier 1950, le néerlandais Adrian Pelt prend ses fonctions de commissaire des Nations Unies à Tripoli. Ses équipes s'installent avec lui sur ce territoire, voyagent, consultent et décident d'une constitution. La Libye sera une monarchie. C'est une monarchie constitutionnelle, bien évidemment, mais fédérale. Les Nations Unies ne vont pas chercher du tout à construire un État-nation homogène avec, disons, une seule identité, la fabrique d'un seul territoire. La Libye est un assemblage de territoires. La Libye déclare donc son indépendance. C'est le roi Idriss qui est mis à la tête du pays. Il est l'émir d'une confrérie musulmane, les Sénoussis, à laquelle l'essentiel des tribus arabes, surtout celles de l'Est, la Cyrénaïque, décident de faire allégeance. Des tribus qui n'ont pour l'instant en commun que de s'être battues face à l'ancien occupant italien. Toutes les tribus de l'ouest de la Libye se sont dit « Nous préférons nous unir à ce qui se fait ». Même si cela ne correspond pas à ce que nous souhaitons. Mais pour nous, c'est mieux d'être libres et ensemble plutôt que d'être divisés en 3 parties. Donc, nous avons aussi prêté allégeance au roi pour qu'il représente toute la Libye. La Libye accède à l'indépendance dans le plus complet dénuement. Mais en 1959, après des années de prospection infructueuse, du pétrole est découvert dans le pays. The arrival of King Idris I at Mars Brega marks one of the most important events in Libyan history. Our beloved king will start the flow of oil from the Esso Oil Company's Elton Field to the world's overseas markets. Très vite, les compagnies étrangères affluent en Libye. Le pays devient un Eldorado pour les majors, qui ne reversent que des sommes modiques à la monarchie. Les Libyens ne voient pas les bénéfices du pétrole. Le ressentiment s'installe contre le roi Idriss, perçu comme corrompu et aux mains de l'étranger.
il ne parvient ni à dessiner un projet commun, ni à créer un sentiment national. La Libye reste cet agrégat de clans et de tribus. Il y avait les grandes tribus arabes. Et ce qui me frappait en arrivant en Libye, c'était qu'il n'y avait pas d'identité libyenne très profondément ressentie. La plupart des Libyens arabes avec qui je discutais se définissaient comme appartenant à leur tribu. Ils ne se disaient même pas Libyens, c'est ce qui me frappait. Ils me disaient « Toi, tu es français, moi je suis Oulferjouma », etc. « 1er septembre 1969. Le colonel Kadhafi et les officiers libres renversent le roi Idriss. La Libye vient d'avoir 18 ans. Elle va complètement se redéfinir. C'était des jeunes et qui avaient des idées fatalement révolutionnaires. Vous savez, on était quand même un an après 68. On était dans une période internationale d'échauffement révolutionnaire. C'est tout fier d'annoncer une révolution blanche, une révolution sans diffusion de sang. Tous les Libyens étaient heureux. Nous étions dans la rue, hurlant de joie. On pensait que le pays deviendrait un paradis. L'ère qui s'ouvre en Libye ne permet pourtant ni l'affermissement d'une nation, ni celui d'un État. Dans un premier temps, Kadhafi tente de faire table rase du système tribal qui lui semble un obstacle à la modernisation du pays. Le projet de Kadhafi et des officiers qui l'entouraient était au départ révolutionnaire. Ils voulaient mettre de côté les élites établies et faire participer les masses populaires à la politique. C'est pourquoi Kadhafi a d'abord essayé d'écarter ces élites tribales en leur retirant leur pouvoir. Mais cette transformation sociale se heurte à une résistance farouche. Dès 1970, les premiers procès commencent. La révolution s'enlise. Pour sécuriser son pouvoir, Kadhafi va devoir faire alliance avec les tribus. Cela devient très net en 1975, c'est-à-dire au moment où il découvre un projet de putsch militaire de la part d'un officier issu de la ville de Misrata. À ce moment-là, Kadhafi réagit en se tournant vers les rivaux traditionnels de Misrata, c'est-à-dire à Bani Walid, la tribu Warfala. Il se rend à Bani Walid et obtient que la tribu lui fasse allégeance. C'est à partir de ce moment-là qu'il essaie de mobiliser les tribus et de les utiliser. J'ai grandi parmi les Bédouins. Nous vivions dans le désert, sous la tente. Il n'y avait pas d'école ni d'autres possibilités d'étudier. Et ceci à cause des conditions de vie très dures de mon peuple. Kadhafi commence par s'appuyer sur sa propre tribu, les Kadhafa, une tribu bédouine qui n'est pas au départ une tribu puissante. Mais elle bénéficie d'un jeu d'alliance ancienne avec d'autres tribus plus importantes qu'il va recruter pour son armée et son service de sécurité. C'est un véritable État tribal que Kadhafi est en train de fonder.
En Égypte, d'anciens dignitaires kadhafistes ont trouvé refuge depuis 2011, dont le propre cousin de l'ancien maître de Libye, Ahmed Kadafdam, au service du régime pendant 42 ans. Assurant un temps au sein de l'armée le commandement de la garde rapprochée de Kadhafi, il fut ensuite son diplomate attitré, à la fois conseiller spécial et émissaire particulier. Une alliance entre certaines tribus a toujours existé. Il y a notamment les Aoulat Slimane, les Kadafa, les Warfala, les Taruna, les Warshefana. Cette alliance a continué à exister durant les années Kadhafi, et il a su en tirer profit. En cas de guerre, les tribus combattent à ses côtés. Cette alliance tribale ressemble aux alliances entre partis politiques en Occident, tout en étant plus forte parce qu'elle est basée sur les liens du sang. Cet état tribal que Kadhafi contrôle d'une main de fer grâce à cette alliance, il lui donne les apparences d'un nouveau système politique, qu'il nomme la troisième théorie universelle. Une gouvernance supposément fondée sur la démocratie directe. Des comités populaires censés exprimer la volonté du peuple couvrent le pays entier. Kadhafi assoit le culte de sa personne et change le nom de la Libye. La Jamaïria voit le jour, un concept qui ne cesse de déconcerter le monde extérieur. On traduisait cela le plus souvent par l'état des masses, mais c'est trompeur car ce n'était pas un état justement. Ma traduction était plutôt massisme, quelque chose comme ça. Kadhafi avait toutes sortes d'idées sur la façon de diriger le pays, qui ont fini par être résumées dans le livre vert, avec des idées politiques particulières et souvent extrêmement radicales. Kadhafi a simplement dit « Voilà le système étatique que nous voulons. En fait, nous ne voulons pas d'État du tout. » Certains points pouvaient paraître triviaux. Par exemple, il insistait pour appeler ses ambassades des bureaux et ses ambassadeurs des secrétaires. Il aimait cela. Il aimait faire les choses différemment du reste du monde. How can the new form of government you have here in Libya meet the needs of the people when there are no parties and no parliament and no opposition? And no government also. And no government. En réalité, la plupart du temps, il y avait quelque chose qui ressemblait à un gouvernement. Il y avait des ministères, même s'ils ne s'appelaient pas ainsi, et des ministres qui portaient eux aussi un autre nom. Mais le pouvoir n'était pas là. Le pouvoir était ailleurs, plutôt diffus. Parfois dans les mains de Kadhafi lui-même, parfois aussi chez les tribus et dans les régions. La réalité est que la Libye est basée sur les tribus. Il n'y a aucune contradiction entre son système et les tribus. Ce dont parlait le livre vert est un système politique qui était en harmonie avec cette situation sociale. Un jour, le monde considérera Kadhafi comme un saint après avoir lu le livre vert. Ils reviendront vers sa pensée pour la mettre en œuvre littéralement, mot pour mot. تتشرف قبيلة أبناء أبو حمرة قسم السبايا بورفلة بأن تدعوكم لمشاركتها هذا الفرح العارم، وهي تدعوكم فإنها تؤكد لكم على مواثيق الوفاء والعهد والبيعة. Ces fêtes privées sont l'occasion pour les tribus de réaffirmer leur loyauté. À cette époque-là, la tribu des Warfala, la plus importante du pays avec plus d'1 million de membres,
est particulièrement bien représentée dans les instances de la Jamaïria. Mais 10 ans auparavant, elle a payé le prix d'une éphémère rébellion. La proximité de chaque tribu avec le colonel reste fragile. Et Kadhafi entretient mieux que jamais les divisions entre elles. La nation libyenne ne s'impose toujours pas face à ces jeux d'alliance. Certains problèmes étaient créés de toutes pièces et leur solution avec. Le régime de Kadhafi utilisait de vieilles querelles entre tribus afin de se maintenir au pouvoir. Tout cela a été instrumentalisé pour des raisons politiques. Le seul but était de maîtriser la situation en Libye. En pleine déroute en 2011, Kadhafi, menacé, se tourne vers les tribus comme ultime recours. Il les pousse à renouveler leur allégeance. Aux chefs tribaux qui appellent de leur vœu une Libye démocratique, Kadhafi oppose ce rassemblement de 2000 personnes, censé représenter toutes les tribus du pays. Il apparaît que certains chefs tribaux restent loyaux à Kadhafi, tandis que d'autres passent du côté de la révolution. Dès lors, on peut dire qu'à partir d'avril ou de mai 2011, il s'agit d'une certaine façon d'un conflit entre certaines tribus et certaines villes. Les gens de la famille Kadhafi venaient et disaient « On était comme des frères il y a longtemps, reformons nos alliances ». Il a monté les tribus les unes contre les autres. C'est pour cela que nous avons tant de problèmes aujourd'hui. C'est le résultat du poison de Kadhafi. Un poison qui va se révéler mortel en 2011. Le soulèvement de la population dans l'est du pays, en février, en plein printemps arabe, s'est transformé en conflit généralisé et appuyé par l'OTAN. Pendant 8 mois, la Libye va se déchirer avant la mise à mort de Kadhafi. Villes, tribus et clans règlent leurs comptes. Les armes, accumulées jusqu'à l'obsession pendant ces 42 ans de règne, se disséminent dans la population. Dans le chaos actuel, malgré les efforts pour créer un État Libye, l'identité tribale est plus forte que jamais. Le vrai pouvoir s'exerce dans ces salons, entre hommes d'une même tribu. Djouma Assaye est le chef d'un des 7 clans d'une des 20 branches du conseil tribal des Warshefana. Structure informelle et pyramidale, censée régler les problèmes d'une large partie de la population à l'ouest de Tripoli, la capitale. En cas de meurtre, si c'est un accident, que c'est involontaire, nous nous réunissons et on décide de la somme d'argent qu'il devra verser à la famille. C'est l'application du Coran. Par exemple, ça peut revenir à 200 000 dinars libyens. Puis on se serre la main et le problème est réglé. C'est un exemple. Si c'est plus compliqué, que l'homicide est volontaire, alors on doit discuter. Il faudra peut-être payer plus ou bannir l'assassin en le plaçant dans la prison d'une 3e tribu, en attendant bien sûr qu'un gouvernement digne de ce nom voie le jour.
Les gens n'ont plus du tout confiance en l'État, surtout depuis ces 4 dernières années tellement perturbées. On ne sait plus qui est qui appartient à quel groupe. Je ne sais pas si tu es un islamiste ou non. Je préfère voter pour quelqu'un que je connais depuis très longtemps. En juin 2014, la Libye organise pour la seconde fois depuis la chute de Kadhafi des élections parlementaires. Mais comme il est interdit de représenter un parti, c'est à titre individuel que des candidats comme Djouma Saïé se présentent. C'est donc en tribu, au sein de sa tribu et pour des membres de sa tribu que l'on vote en ce jour d'élection. Un vote du bout des doigts pour un hypothétique système démocratique auquel la plupart adhèrent sans trop y croire vraiment. This is mine, huh? That's all right. Shukran. There is no government, there is Il n'y a pas de gouvernement, pas de police, pas de juge, pas d'armée. N'importe quel homme qui possède une arme peut faire la loi. Mais si sa tribu lui dit stop, alors il doit lui obéir. Il n'y a pas d'alternative. Les tribus dans leur ensemble sont très puissantes. Si nous avions un vrai gouvernement, on s'y plierait. Nous sommes des gens civilisés. Si tu veux construire un vrai pays, c'est comme ça qu'il faut faire. Des gens sont morts en Europe et partout dans le monde pour ce type de régime. On croit en cela. Mais pour le moment, ici, je suis à 100% convaincu que seules les tribus peuvent nous sortir de ce bourbier. La faiblesse de l'État-nation libyen aujourd'hui s'explique par ce tribalisme, ce non-État entretenu par Kadhafi, mais aussi par sa volonté constante de passer au-dessus du cadre libyen, de repousser les frontières de son pays. Un rêve supranational qu'il a vécu sous plusieurs formes tout au long de son régime. Il y avait toujours cette idée que la Libye ne se suffisait pas à elle-même et qu'elle ne trouverait sa grandeur que dans l'appartenance à quelque chose de plus vaste qu'elle. Kadhafi, disons, très clairement considérait que voilà, l'État-nation, c'est pas la bonne formule, c'est pas la bonne structure. On avait le sentiment que la Libye était trop petite pour lui. Et il a constamment cherché des alliances. Fasciné par Gamal Abdel Nasser, le président égyptien, inspiré par le panarabisme que plébiscitent alors les peuples, le colonel Kadhafi rêve d'une unité arabe dès son arrivée au pouvoir. À l'issue d'une visite triomphale en Libye en 1969, Kadhafi et Nasser annoncent un projet d'union auquel se joint le Soudan. Une union qui permettrait à Kadhafi de créer une structure supranationale qui inclurait ces tribus libyennes. À l'époque, les Arabes étaient les seuls à ne pas avoir leur propre État. Les Italiens, les Français, les Allemands, les Turcs avaient tous trouvé un moyen de s'unifier. Sauf les Arabes, qui étaient toujours divisés en 20 pays. Kadhafi aspirait à unifier la nation,
notamment comme l'avait fait Bismarck en Allemagne et Garibaldi en Italie. Nous pensions même que les Arabes auraient pu unifier l'humanité. C'est Dieu qui leur a donné cette mission. Napoléon lui-même envisageait le monde arabe comme un lien entre les différentes cultures du monde. C'est une terre qui porte un message pour toute l'humanité. Pendant des mois, les rencontres se succèdent pour mettre sur pied une fédération avec l'Égypte, que dirige désormais Anwar el-Sadat, la Syrie de Hafez al-Assad et le Soudan. En 1971, l'Union des républiques arabes est proclamée. Les Libyens sont même appelés à se prononcer par référendum. Ils se déplacent en masse. L'année suivante, une fusion avec l'Égypte est décrétée. En 1974, Kadhafi signe un autre traité d'union avec la Tunisie cette fois. Rien de tout cela ne verra le jour. On peut considérer que ce qu'il avait contre l'État-nation était le fait que l'État-nation divisé et peut-être avait affaibli les Arabes qui jusque-là avaient vécu dans des empires ou des dynasties. Unis, ils auraient pu devenir, disons, à nouveau importants ou puissants, à la fois face à Israël, mais également face au colonialisme français ou britannique ou face à l'impérialisme, disons, des États-Unis. Mais le panarabisme ne fonctionne pas. La guerre du Kippour, puis la reconnaissance d'Israël par l'Égypte en 1977 font voler en éclats les alliances. Le monde change. Kadhafi ne parvient pas à s'imposer comme leader des Arabes. Toutes ces tentatives avaient échoué, pour des raisons compréhensibles. La plupart des Arabes en dehors de Libye prenaient Kadhafi pour un clown dangereux. Il faisait très peu d'adeptes hors de ses frontières et aucun au Moyen-Orient. Grâce aux milliards que lui procure le pétrole libyen et les armes qu'il achète, Kadhafi se pose alors en champion de la lutte contre ce qu'il qualifie d'impérialisme, de sionisme ou de colonialisme. Tous les mouvements terroristes de la planète trouvent un soutien à Tripoli. De spectaculaires attentats lui sont attribués. La discothèque La Belle à Berlin, 3 morts, 229 blessés. Lockerbie, 270 morts. Et le DC-10 de la compagnie française du TA, 170 morts. Une implication qui conduira les Libyens à vivre sous sanctions internationales pendant 11 ans. Kadhafi est alors mis au banc des nations. Alors il s'est dit que la tâche serait peut-être plus simple avec les Africains. Surtout grâce à son argent, j'imagine. Il pouvait dépenser énormément d'argent pour que des gens prêtent l'oreille à ses idées. Le continent noir devient sa nouvelle priorité. Kadhafi finance les mouvements de libération, s'implique dans divers efforts de paix. En septembre 1999, il inspire la création de l'Union africaine à Sirte, où il fait construire spécialement un immense palais des congrès. Il rêve d'en faire une nouvelle capitale. Nous espérions former un gouvernement africain unifié et établir un programme bien précis. Il s'agissait de créer un système semblable aux États-Unis d'Amérique. Il a cru qu'avec le continent africain, il y arriverait. Effectivement, ça semblait plus cohérent d'aller dans ce sens parce que les Africains aspiraient réellement à une union. Il disait que les frontières de la Libye et celles de l'Afrique en général étaient le fruit d'une construction impérialiste et qu'elles devaient être oubliées.
En résultait quelque chose dont je me souviens toujours avec plaisir. Les prévisions météo diffusées à cette époque. Une personne habillée d'un costume traditionnel libyen se tenait avec sa baguette devant une carte d'Afrique complètement vierge. Du coup, il était impossible de savoir précisément où vous vous trouviez. Il y avait une dépression ou un orage. Mais était-ce pour l'Algérie, la Tunisie, la Libye? Sans les lignes des frontières, c'était très difficile de le savoir. Il courtise tribus, rois et roitelets africains. Certains l'accompagnent en février 2009 à Addis Abeba, lorsque la Libye prend la tête de la présidence tournante de l'Union africaine. Les chefs d'État présents apprennent que Kadhafi a désormais un nouveau titre, purement folklorique, le roi des rois d'Afrique. À nouveau, Kadhafi rêve de prendre la tête d'une organisation supranationale qui dépasserait la Libye. C'était une idéologie finalement qui aujourd'hui n'est pas étrangère à la région arabe. Quand on regarde les organisations transnationales de type Al-Qaïda ou l'État islamique, etc., ce sont des organisations qui, sous un langage religieux, disent finalement que enfermés dans des territoires, on est faible, regroupés dans des communautés d'appartenance religieuse ou autres, on pourrait être plus puissant. C'est notamment pour cette raison-là que Kadhafi a été assassiné. C'est ce qui a poussé l'OTAN à tuer Mouammar Kadhafi. Aucune autre raison ne justifiait sa mort. Les États-Unis d'Afrique allaient former une force économique très importante, une force de négociation qui aurait préservé la dignité des Africains. On aurait eu notre propre siège aux Nations Unies. Avec la défaite de Kadhafi, le rêve du panafricanisme, comme celui du panarabisme avant lui, s'évanouit. Malgré un État en pleine déliquescence et une justice inopérante, la nouvelle Libye tente de tourner la page. Sous bonne garde, en instance d'un procès, plus d'une trentaine de dignitaires des années Kadhafi, dont Abdallah Senoussi, son beau-frère, ancien chef du renseignement, jugé par contumace en France pour l'attentat du DC-10 du TA. La Libye n'est aujourd'hui qu'elle-même. Une nation introuvable, désormais traversée par une idéologie dont Kadhafi a tenté sans succès d'avoir la peau. Une idéologie qui remettait en cause les fondements de son État tribal, l'islamisme. L'opposition islamiste a eu un rôle prépondérant dans la résistance à Kadhafi. Bien sûr, les islamistes étaient issus de tribus en tant qu'individus. Mais les tribus, elles, en tant qu'institutions, ont toujours refusé de s'opposer au régime. Kadhafi s'est pourtant, dès son arrivée, posé en champion d'un islam rigoriste, qui colle au conservatisme des tribus libyennes, allant jusqu'à réclamer une application stricte de la charia, amputation des mains des voleurs comprises. On l'oublie, mais il est arrivé avec une image d'un chef d'État fondamentaliste, religieux, profondément engagé dans une révolution, y compris religieuse. Sous la monarchie, la vente et la consommation d'alcool étaient répandues, ainsi que les maisons closes. Tout cela a été aboli par Kadhafi dès la première semaine de la révolution de septembre 1969. C'était rare à l'époque qu'un président dirige la prière dans une mosquée et loue ainsi le prophète. Ça détonnait dans le monde musulman.
Ça plaisait aux gens du peuple. Ils admiraient ce nouveau leader qui utilisait la terminologie islamique. Il commençait ses discours en priant le prophète. Il récitait le Coran. Les gens pensaient, c'est ça que nous voulons. Face à lui, dans les années 80, une nouvelle idéologie monte dans tous les pays musulmans. L'islam politique. Celui qui se posait en révolutionnaire, en défenseur des opprimés, se fait déborder par les islamistes qui condamnent l'interprétation que Kadhafi fait de la religion. Kadhafi va très clairement dire que dans l'islam, seul le Coran compte. Et que finalement, les hadiths, ce qui permet de compléter, disons, le comportement du musulman lorsqu'il ne trouve pas d'informations dans le Coran, ne compte pas. Donc il va être considéré un petit peu comme un révolutionnaire par beaucoup de frères musulmans libyens durant cette période, et bien évidemment par beaucoup d'islamistes qui vont l'accuser d'hérésie. C'est-à-dire, on peut presque... Kadhafi est un protestant en islam vraiment de façon radicale à ce niveau-là. Des membres présumés d'organisations islamistes sont exécutés en public dans des stades, comme ici en 1984. À ces pendaisons retransmises à la télévision, on y amène des collégiens. La répression devient féroce. Pour la sécurité d'État, si vous portiez la barbe, si vous alliez à la mosquée, ça suffisait. Ils vous mettaient en prison. C'était incroyable. C'est pour ça qu'à cette époque-là, quand je vivais en Libye, je ne me laissais jamais pousser la barbe. L'attitude du colonel à l'égard des groupes islamistes va profondément les radicaliser. Persécutés dans leur pays, une partie d'entre eux exportent leur combat en Afghanistan. Fondent le groupe islamique combattant en Libye, le GICL. Ils s'y aguerrissent. Les djihadistes libyens se renforcent au contact de ces autres combattants arabes, partisans d'un djihad mondialisé qui est en train de fédérer Oussama Ben Laden. Au retour d'Afghanistan, au début des années 90, il déclare la guerre à Kadhafi. Kadhafi va quand même subir un certain nombre d'attentats. Et là, on va voir vraiment... Kadhafi va considérer les islamistes, il va les accuser d'être le sida, finalement, de l'islam, en disant c'est une maladie, il faut les exterminer, il faut les tuer, il va avoir des discours virulents. Et je pense qu'à partir des années 90, on entre dans une radicalisation mutuelle. Là, on se dirige vers la principale prison politique. Abu Slim, ancienne prison de haute sécurité. C'est ici que le régime détenait les opposants islamistes. Ahmed Abou Safi y a été emprisonné 12 ans. Ça, ce sont les salles de torture. Là, tu peux voir des lits. Ils attachaient les prisonniers par les mains et les suspendaient ici. Certaines personnes restaient jusqu'à 10 jours comme ça, parfois 2 semaines. Cette pièce était appelée la chambre fantôme. Tous les murs sont peints en noir. Ils mettaient les prisonniers ici, sans lumière de jour, sans fenêtre, sans air. Ils ouvraient juste la porte pour les repas afin de les garder en vie. Il y a des gens qui ont perdu la raison dans cette pièce. Beaucoup de gens sont morts ici. Ils utilisaient les méthodes les plus dégueulasses. Ahmed Abou Safi est l'un des rares témoins du principal massacre du régime de Kadhafi. Un massacre d'une sauvagerie inouïe
qui a ciblé les islamistes détenus ici. Il ne se passe pas une semaine sans que je fasse le cauchemar d'être à nouveau dans la prison pendant le massacre. Voici la prison principale. Ils ont commis le massacre à l'intérieur du bâtiment. 1260 personnes tuées en 2 heures. Parce qu'elle se rebelle violemment contre ces conditions de détention, la section des détenus islamistes est rassemblée le matin du 29 juin 1996 dans l'une des cours de cette prison. À 11 heures du matin exactement, on a entendu le son d'une explosion et ils ont commencé à tirer sur les prisonniers. On a entendu toutes sortes d'armes, des armes légères, des armes lourdes, des grenades. Au début, on entendait les prisonniers qui hurlaient des prières. Puis après 2 heures, on n'entendait plus que des tirs sporadiques. Ils cherchaient les survivants pour les achever à l'intérieur de la cour. Finalement, on a découvert qu'ils avaient tué tout le monde. Un massacre que les familles des victimes n'ont jamais pardonné au régime. Pendant des années, elles demandent des comptes, se rassemblent. C'est l'arrestation de leur avocat, en février 2011, en plein printemps arabe, qui mettra le feu aux poudres à Benghazi, dans l'est du pays, dont beaucoup sont originaires. La répression des premières manifestations en amène d'autres, qui dépassent largement le cadre des familles d'islamistes. Quelques jours plus tard, la guerre en Libye démarre. Je me souviens qu'au tout début de la révolution de février 2011, on voyait partout dans Benghazi des photos de ces hommes qui étaient morts à Abu Slim. C'est vraiment devenu un des récits fondateurs des débuts de la révolution. Et en effet, pour énormément de gens, le massacre d'Abu Slim était la principale blessure, la plus grande cicatrice qu'avait laissé le régime. Et ils demandaient vengeance. Notre seule consolation est que leur sacrifice a permis de sauver la Libye. Grâce à leur martyrs, il y a eu la révolution de février. Pendant les 8 mois de conflit qui suivront, les anciens djihadistes du GICL fourniront les combattants les plus aguerris. À l'instar d'Abdelhakim Belhadj, que l'on voit ici réapparaître en chef de guerre, le jour de la chute du quartier général de Kadhafi à Tripoli. Par un retournement de l'histoire, ils ont passé la guerre dans le même camp que l'Occident qui les avait auparavant pourchassés. La Libye va devoir compter avec l'islam politique des frères musulmans, mais surtout avec ses anciens djihadistes, dont certains rejoindront les rangs de l'État islamique. Ils ont été approvisionnés en armes par les États étrangers, notamment le Qatar et le Soudan. Ça leur a donné un poids particulier, un poids supplémentaire comme acteurs de la Libye post-Kadhafi. En mai 2014, un ancien général renégat de Kadhafi lance, hors de tout cadre juridique, une opération militaire pour éradiquer les islamistes de l'est du pays. Il a le soutien des tribus.
À l'été 2014, une autre opération militaire lui répond, officiellement pour s'opposer au retour des kadhafistes. Ses partisans, alliés aux islamistes, ne reconnaissent pas le Parlement sorti des urnes en juin. Profitant de ce chaos, Daesh, l'État islamique, a pris pied en Libye. Le pays, à nouveau, plonge dans la guerre. La dynamique qui oppose les tribus aux islamistes est quelque chose que vous retrouvez dans plusieurs parties de la Libye, mais qui est particulièrement prononcée à l'Est. Il ne s'agit pas simplement d'un combat entre islamistes et non-islamistes. Il s'agit aussi d'une bataille régionale et aussi d'un conflit entre les anciennes élites qui avaient bénéficié le plus du précédent régime et les nouvelles élites créées par la révolution de 2011. C'est une lutte de pouvoir d'une extrême complexité dans laquelle il y a bien deux camps principaux. Mais à l'intérieur de ces deux camps, les alliances changent constamment. Exemple de la complexité de ce jeu d'alliance, Misrata, dont les puissantes milices révolutionnaires, les Katibas, combattent aux côtés des islamistes dans cette nouvelle guerre. Ici, les affiliations tribales se sont effacées au profit de la renommée, née du martyre de la ville pendant la guerre en 2011, à laquelle a activement pris part Khalil Khoyati et sa Katiba. Les noms sur ce mur sont ceux des martyrs tombés ici. Leurs noms ont été écrits le jour même de leur mort. Il y a Mohamed Tantoum, Hamadam El-Bakar, Mohamed et El-Siddiq et beaucoup d'autres. À chaque mètre carré de cette rue, il est mort au moins une personne. Chaque mètre carré. C'est le quartier où l'on trouve le plus grand nombre de martyrs. Ce que nous craignons actuellement, c'est le retour de l'ancien régime. Des katibas comme celle de Khalil Khoyati ont prospéré par centaines dans la ville. Elles représentent désormais l'une des principales forces militaires du pays. Ces milices ont fait alliance avec les islamistes pour combattre le retour de cette Libye plus tribale qui avait défendu Kadhafi en 2011. Concentre-toi bien. Regarde comment ils traitent les blessés. Ces deux-là sont vivants. Regardez, regardez. Regarde bien cette séquence. Regardez ce qu'ils font à cet homme. Il est vivant. L'autre aussi est vivant. Celui-là, celui-là et l'autre sont vivants. Cette vidéo a beaucoup circulé sur Facebook. On voit comment les Warshefana torturent les blessés à Zawiya. Cette vidéo va déclencher des actes de vengeance. Ça arrive souvent quand les combattants voient des choses comme ça. Vous avez vu comment ils traitent les blessés? C'est l'armée des tribus. 56 tribus ont combattu aux côtés de Kadhafi. Je précise qu'il y a des révolutionnaires parmi ces 56 tribus. N'empêche que 95% de ces tribus ont combattu à ses côtés, jusqu'à ce que Kadhafi soit tué. Après avoir perdu, ils ont formé l'armée des tribus. En clair, ce sont les mêmes que l'armée de Kadhafi. Dans cette nouvelle escalade, chaque camp s'arme plus encore. Ces chars appartenaient à Kadhafi. Ils ont été récupérés au sud de la Libye. L'un est défectueux, mais l'autre fonctionne bien. Nous ne savons pas comment les utiliser. Nous cherchons quelqu'un qui pourrait nous former. Sinon, nous les utiliserons comme blindage pour aller à la guerre. Voici une partie des munitions que nous allons envoyer au front à nos frères. Ils tenteront de couper le ravitaillement en armes de notre ennemi, c'est-à-dire de l'armée des tribus libyennes. Nous nous opposons à leur racisme. La Libye ne doit pas être tribale. Elle doit être un État civil et non tribal.
Que Dieu protège ceux qui gouverneront la Libye. Aujourd'hui, c'est la guerre de tous contre tous. Les virus se propagent dans les organismes malades. C'est le cas d'un pays en crise. Les ethnies se mettent à avoir des revendications. Les anciens différends ressortent. Au cœur du chaos, le comité chargé d'écrire la Constitution est le dernier garant d'un État-nation libyen. Il devra faire naître de toutes ses composantes un système politique inclusif et définir les conditions d'un nouveau vivre ensemble, s'il est encore temps. النبي على الدم